Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 45 du podcast de Traverser la frontière. Alors en disant le nombre 45, je me rends compte qu'on approche dangereusement de la fin de la saison 2 du podcast parce qu'on va aller jusqu'au numéro 50, donc il ne reste plus que quelques interviews pour les prochaines semaines et les mois à venir. Donc j'espère que vous allez en profiter et on va commencer par celle d'aujourd'hui avec Laurent. Donc Laurent en fait c'est un blogueur qui blogue sur le blog onechai.fr et en fait c'est une personne que j'admire beaucoup parce qu'il fait toujours des voyages différents des autres. C'est-à-dire que on aime bien dire dans le milieu, on va hors des sentiers battus. Et lui c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va aller dans des pays où il y a peu de touristes qui vont ou des endroits où il y a vraiment peu de voyageurs ou peu de touristes qui souhaitent y aller. Il va notamment sur un voyage, il l'a fait en cargo depuis l'Europe pour rejoindre le Bénin. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui font ça. Et je l'admire aussi parce qu'en fait j'aime beaucoup ses écrits et son blog et la façon dont il raconte ses histoires qui sont toujours soit marrantes, soit avec de l'émotion. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à lire et j'ai pris beaucoup de plaisir à passer un petit peu de temps avec lui sur Skype pour faire cette interview. Et du coup, vous allez pouvoir écouter un petit peu le parcours de Laurent, notamment son premier voyage qu'il a fait en Inde en 1997, donc il y a presque 20 ans, donc ça date pas mal. Et en fait depuis tous les ans il part voyager, donc que ce soit en Ouzbékistan, en Kazakhstan, en Éthiopie, au Burkina Faso, en Inde, il est allé aussi au Pakistan, etc. Donc il va dans des pays un petit peu bizarres parfois, avec des noms étranges et qui n'ont pas forcément une bonne réputation. Et donc il va nous parler un petit peu de tout ça et que la réputation d'un pays, c'est pas forcément la réalité sur place. Et nous dire un petit peu les avantages de voyager un petit peu dans des pays moins touristiques, comment est-ce qu'il fait pour communiquer, comment est-ce qu'il fait pour assurer sa sécurité. Il nous racontera quelques histoires sympas. Et puis voilà, je vous laisse deviner le reste et découvrir le reste surtout au cours de cette interview. Je vais arrêter de parler et puis on y va pour l'interview avec Laurent. Bonne écoute. Bonsoir Laurent. Bonsoir Mickaël. Comment ça va ? Mais ça va bien et toi ? Impeccable. Bon, je suis super content de t'avoir pour le podcast. Ça fait longtemps que je suis ton blog, donc OneChai, et t'es un des voyageurs que j'admire beaucoup parce que tu fais des trucs qui sont vraiment différents et on va parler de tout ça dans ce podcast. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux juste me faire une petite présentation, me dire un petit peu quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'habites où, et t'as commencé à voyager à peu près à quelle période ? Alors, je vais avoir bientôt 43 ans, j'habite à Paris. Quand je ne voyage pas, je fais des tout petits morceaux de téléphone portable, je suis ingénieur en microélectronique. Ok. Et j'ai commencé à voyager, mon premier voyage c'était en 1997, donc bientôt 20 ans. Ok. Je commençais juste à travailler et c'était même pas un voyage tourisme. En fait, on m'avait envoyé en Inde pour le boulot et c'est un peu ce qui a déclenché toute la suite, le séisme qui a suivi. D'accord. Donc alors, pour ton premier voyage, t'es parti en Inde, c'est ça que t'es en train de dire ? Oui, on m'a envoyé en Inde pour le boulot et moi, j'avais jamais voyagé. Je suis pas issu d'un milieu où on voyage vraiment. Ouais. Ça m'intéressait même pas forcément spécialement. Enfin, un petit peu quand même, parce que j'étais quand même parti. Je travaillais en Irlande à l'époque, à Dublin. C'était mon premier travail. Et il y avait un petit souci sur le truc sur lequel je travaillais. Et avec un de mes collègues, on nous a envoyé à Bangalore pour 2 semaines. Et l'Inde, pour moi, je me doutais bien que c'était pas exactement comme la France, quand même. Ouais. Mais j'avais juste pas imaginé que ça pouvait être ce que c'est, quoi, en fait. Ça m'a fait complètement halluciner. J'ai rien vu parce que j'avais beaucoup de travail. Enfin, j'ai pas vu grand-chose. J'ai pas fait de tourisme parce que j'avais beaucoup de travail. Mais le peu que j'en ai vu m'a fait complètement halluciner en me disant mais purée, les choses peuvent être aussi différentes qu'en France
dans un autre pays, quoi. C'était 50 fois plus différent que ce que j'avais pu imaginer que ça le serait. Et clairement, ça a piqué ma curiosité et c'est ce qui a déclenché le goût un peu hésitant au début et qui s'est affirmé au fil du temps d'adorer les voyages. Ouais, c'était quoi le truc le plus, je veux dire choquant, mais le truc qui t'a le plus marqué du coup quand t'as passé 2 semaines en Inde? C'est pas une chose en particulier, c'est une saturation de tout, c'est tous les sens, enfin ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens, tout est tellement trop différent, était tellement trop différent pour moi que ça, j'étais limite en mode panique quand je suis arrivé, sincèrement. Quand je suis sorti de l'aéroport de Delhi au milieu de la nuit avec mon collègue, lui faisait pas le malin non plus, mais je pense que mutuellement on était bien content de pas être tout seul. Ouais. Et non, complètement paumé. Je m'étais jamais senti perdu à ce point, aucune occasion avant dans ma vie, quoi. Mais bon, voilà, moi, je voyage, j'y connaissais rien, et voilà, je connaissais un peu la France, et c'est tout. D'accord. Je sais que tu as fait un grand voyage en partant de la France pour rejoindre le Laos. Et du coup, c'était un peu ton premier grand voyage, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Le premier et le seul grand voyage, en fait. Depuis, c'est des voyages d'un mois quand je pars. Ouais. Donc là, j'étais parti pour une année. Oui. D'accord, c'est ça. Et donc, la particularité, c'est que tu as tout fait par la route, quoi, c'est ça? Alors, presque. D'accord. J'ai dû faire une entorse au règlement, si je puis dire, pour entrer et sortir de Birmanie. Aujourd'hui, c'est possible par voie terrestre. À l'époque, ça ne l'était pas. D'accord. Donc sur le papier, je m'enorgueillis, on va dire, d'avoir fait la continuité des pays, puisque j'étais dans les deux pays frontaliers, mais j'ai dû prendre un avion depuis Calcutta pour aller à Yangon et de Yangon pour aller à Bangkok après. D'accord. Ok. Ça m'a un peu, c'est idiot, mais j'avoue que ça m'a un peu frustré. J'étais sur le truc, j'ai dit non purée, je veux pas prendre l'avion. Ouais, je comprends. Et pourquoi t'as fait qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce voyage-là? Parce que c'est assez atypique quand même de faire un long voyage comme ça et de traverser un peu tous ces pays. T'as traversé, je crois, l'Iran, le Pakistan, des choses comme ça, hein. Oui, bah disons qu'au début, j'avais dans l'idée, bon, je voulais quitter cet emploi en Irlande, je m'y étais beaucoup plu, mais je voulais pas rester plus longtemps, je voulais rentrer en France. Et donc, le goût des voyages étant arrivé, je m'étais dit, bah, avant de retrouver un nouveau job en France, je vais voyager un peu. Donc, je me suis dit d'abord, bon, je vais voyager 3 mois, et puis après, bon, 3 mois, non, 6 mois. Et puis, bah, voilà, après, on cherche à droite à gauche sur Internet. J'avais 2 collègues qui avaient beaucoup voyagé aussi. Puis, on arrive au truc standard, si je puis dire. Quand on part pour un voyage au long cours, la norme, c'est un an, quoi. Ouais. J'ai fait comme tout le monde, j'ai pris un an. Et puis après, bah, j'ai réfléchi à mon itinéraire. Donc pareil, bah, j'ai vu le truc standard du billet d'avion tour du monde. Ça me semblait pas mal au début. Je me rappelle plus de tous les facteurs, mais j'ai fini par laisser tomber d'une part parce que j'avais pas énormément d'argent et le coût du billet d'avion tour du monde était quand même conséquent. Et puis, il me semble qu'un de mes collègues m'avait pas mal ça a piqué ma curiosité. Il m'avait motivé à voyager, à essayer de pas prendre l'avion, de voyager plus par la route. Enfin, par la route, j'entends, par les transports en commun. J'avais pas de véhicule, mais à enchaîner les pays. Et j'ai trouvé ça génial au bout du compte parce que alors tu disais voilà, moi je suis passé en Iran, au Pakistan. Bon, l'Iran, je voulais y aller. On en avait beaucoup parlé, que c'était un pays génial avec des gens incroyables. Ouais. Le Pakistan, par exemple, je connaissais rien du Pakistan. Je m'étais pas renseigné spécialement et ça m'intéressait pas vraiment. Mais voilà, je voulais aller en Iran, je voulais aller en Inde, clairement. Mhm. Et bah, entre les deux, il n'y avait pas le choix. Donc je suis passé par le Pakistan et ça a été une des révélations du voyage et un des endroits que j'ai le plus adoré pendant ce voyage, quoi. Donc c'est un des trucs que j'en ai retiré de ce choix de garder un itinéraire terrestre, c'est qu'on se retrouve à traverser des endroits où on ne serait pas forcément allé autrement.
Et alors ça marche pas à tous les coups, hein. Les endroits où on ne serait pas allé, ça peut être complètement nul, ennuyeux, ne pas nous intéresser. Ouais. Mais ça laisse aussi place à des surprises. Alors que autrement, si on choisit de prendre, je vais aller là, toc, 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 des endroits aux quatre coins du monde, forcément, tout le monde, assez naturellement, nos rêves et nos envies naissent de ce qu'on entend autour de nous et qui sont donc quelque part les endroits où tout le monde va. Enfin, c'est pas pour rien que tout le monde y va. Les endroits les plus touristiques, les gens sont pas complètement idiots. Il y a quand même une raison si les gens vont en Thaïlande ou je ne sais quel autre pays très touristique. Ouais, bien sûr. Mais on se retrouve facilement, sans le vouloir, à ne visiter que des régions ultra touristiques en fait. Et c'est dommage de ne faire que ça. Il faut faire ça. Il faut pas faire le snob à dire oh moi j'y vais pas, il y a plein de touristes, c'est nul. Enfin, je trouve ça idiot. C'est une posture assez snob. Ouais. Mais faut essayer les deux. Faut pas nacher. L'expérience est différente. Et puis voir après, décider après par soi-même que oui, peut-être que les pays où il y a moins de touristes, on trouve pas ça bien parce qu'on rencontre moins d'autres personnes qui voyagent et du coup peut-être qu'on s'ennuie parce qu'on communique moins, surtout s'il y a des problèmes de langue. Donc ça revêt certains inconvénients, mais il y a d'autres avantages et après c'est à chacun de voir ce qui plaît de l'avantage, quoi. Et pour savoir ce qu'on aime, il faut essayer. Ouais. Et du coup, dans ce voyage d'un an, donc tu me parlais du Pakistan notamment, c'était quoi les trucs qui t'ont vraiment marqué, du coup, les pays qui t'ont marqué ou des choses qui t'ont vraiment différentes, des trucs que tu te souviendras toute ta vie, quoi. Ce dont je me souviendrai toute ma vie, c'est les montagnes du Nord Pakistan. Enfin, enfin, j'aime bien les montagnes d'une manière générale. Ces paysages de montagne absolument hallucinantes et alliés avec une tradition d'hospitalité juste incroyable des locaux en fait. Le nord du Pakistan, la vallée de Hunza est peuplée d'Ismaéliens, une sorte de sous-branche des chiites. Ce ne sont pas des sunnites comme le reste du Pakistan. Enfin, non pas que les sunnites dans le reste du Pakistan soient antipathiques, pas du tout. Mais disons que c'est plus relax, on va dire, d'un point de vue religieux. Parce que tu te faisais héberger, du coup, dans ce voyage, ou c'était quoi Au Pakistan, je sais plus. J'ai pas la plupart du temps, j'étais dans des auberges où, où les autres personnes étaient des gens comme moi en fait. Donc d'accord, le Pakistan, c'est pas la Thaïlande en termes de nombre de visiteurs, mais il y avait quand même un nombre certain de gens qui faisaient exactement le même voyage que moi en fait. On rencontrait pratiquement personne au Pakistan qui était parti un mois en vacances au Pakistan. Ouais. Ce sont tous des gens qui venaient d'Europe et qui allaient vers l'Inde ou bien de l'autre sens par voie terrestre. D'accord, ok. Donc, ces gens-là, maintenant, on les rencontre en Asie centrale. À l'époque, tout le monde passait par le Pakistan. C'était la route des Indes, quoi. Voilà. Ouais, alors que maintenant, on évite le Pakistan et du coup, on passe plus par les pays en ce temps. Oui, c'est ça. Le Pakistan, c'est un peu compliqué maintenant. Ouais. On peut y aller, mais bon, c'est compliqué. Et juste question très pratique et très bête, combien il t'a coûté ce voyage d'un an, plus ou moins? En tout et pour tout, assurance et tout le tralala, ça m'a coûté 5 000 euros. D'accord, ouais, donc c'est un coût raisonnable quand même pour un an de voyage. Bon, c'était fait au moins cher, hein. Clairement, je ne me suis accordé aucun luxe pendant le voyage. Je dormais toujours dans les endroits les moins chers. Enfin, je me suis accordé aucun luxe, mais je me suis jamais non plus. Enfin, je voyageais pas, par exemple, avec un réchaud, ma popote et tout. Je me suis jamais fait à manger, quoi. Ouais. Je dormais, à part quand quelques fois où j'étais invité chez des locaux, je payais ma chambre d'hôtel et je payais tous mes repas. D'accord. Et typiquement, une fois le Pakistan, l'Inde et tous ces pays-là, j'ai souvenir que je devais vivre avec 6 euros par jour à peu près. D'accord. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, en 2016, c'est encore possible de faire un voyage similaire, donc même si les routes sont un peu différentes parce qu'on ne peut pas passer par le Pakistan, de faire ça avec 5 000 euros, c'est encore possible, tu penses ou... Non, 5 000 euros, non. Je m'étais amusé à faire le calcul il y a quelques temps. Enfin, si on tient compte de l'inflation, l'inflation en France, je ne me suis pas amusé à prendre l'inflation dans tous les pays que j'ai traversés. Ouais. Si on tient compte de l'inflation en France depuis 2000, je crois qu'on arrive à 6 500 ou quelque chose comme ça.
Ouais. Mais objectivement, alors peut-être pas pour tous les pays, mais par exemple en Inde, pour y être retourné après, les prix ont quand même pas mal augmenté. Il y a de plus en plus de touristes, de pays pardon, qui pratiquent la double tarification pour les sites touristiques. D'accord. Et ça explose quand même sérieusement le budget. Ouais. Donc, je dirais entre la même chose avec le même niveau de confort, donc pas plus confortable, peut-être 8 000, entre 8 000 et 10 000 euros, peut-être 10 000 max, 8 000, je pense que c'est jouable. Et donc depuis ce voyage-là, en gros, t'es connu, enfin sur ton blog, t'es connu pour faire ce type de voyage un petit peu qu'on appelle hors des sentiers battus. En gros, où tu vas dans des pays qui sont assez peu connus, assez peu touristiques, ou qui ont une réputation qui n'est pas forcément idéale pour les touristes. Voilà, tu t'aimes bien aller en Iran, tu aimes bien aller dans les pays en stan, comme tu appelles. Il y a l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Tu vas aussi dans des pays en Afrique où les gens ne font pas forcément, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi un petit peu toutes ces destinations Alors, les pays en stand, c'est arrivé un jour où j'ai regardé ma carte et enfin quand on en revient au fait que j'avais adoré le nord du Pakistan, je me disais purée, enfin il me faut un substitut quoi. Ouais. Et en regardant sur la carte, je dis en fait un peu plus au nord, ça continue encore les montagnes là, enfin ça s'appelle plus l'Himalaya mais quelque part c'est les contreforts quoi. Il y a le Tadjikistan, il y a le Kyrgyzstan et donc voilà, j'ai cherché un peu sur internet. Bon, on trouvait pas des tonnes d'informations, mais je suis tombé sur un blog d'un couple d'Américains, uncornermarket.com, je crois, qui avait pas mal voyagé en Asie centrale et bon, qui avait produit des choses de qualité et qui clairement m'avait donné envie, quoi. Donc ça a été le déclencheur. D'accord. Et du coup, alors, tu as fait les pays en stand. Tu as fait quel autre pays T'as fait quel autre pays depuis? Parce que tu en as fait pas mal et du coup, qui sont un petit peu comme ça atypiques ou qui sont assez peu connus. Ben après, quelques pays en Afrique. Donc le dernier, ça a été le Bénin. Il y a Ouais. quelques années, j'étais allé au Burkina Faso. Quand je suis allé au Burkina Faso, je devais aller aussi au Mali, qui pour le coup était un pays touristique à l'époque. Ouais. J'ai dû changer de plan parce que ça a été exactement à la période où le Mali a complètement plongé. C'est devenu quand même très tendu au niveau sécuritaire. Mhm. Après, je suis allé il y a quelques années aussi à Madagascar. Alors, on peut pas dire que Madagascar est un pays en dehors. Enfin, je qualifierais pas Madagascar d'un pays en dehors des sentiers battus. Enfin, moins que le Tadjikistan, par exemple. Ouais. Mais c'est quand même un pays où, objectivement, on comprend pas qu'il y a si. Enfin, je n'ai pas compris pourquoi il y avait aussi peu de personnes, en fait, qui voyageaient à Madagascar. D'accord. Certes, le voyage n'y est pas toujours confortable, mais c'est un pays splendide. Et on va dire, c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Enfin, énerver, le mot est un peu fort, mais ça fait un peu bizarre de voir. Tu dis, bah oui, voilà, tout le monde va à La Réunion, qui est juste à côté de Madagascar quand même. Mhm. Alors certes, le niveau de prestation touristique et de confort, je ne suis jamais à La Réunion, mais est forcément nettement meilleur, ça fait aucun doute. La Réunion est une île magnifique, ça fait aucun doute aussi, mais voilà, tout le monde suit un mouvement sans essayer d'être de diriger son voyage, quoi. On fait ce qu'on voit. On Ouais. fait pas beaucoup plus d'efforts. Au début, c'est normal, tout le monde fait ça. Mais moi, maintenant, j'ai envie de faire un peu plus d'efforts. Des fois, pas toujours. Donc en gros, tu dis voici les pays où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes, dont tout le monde parle. Donc du coup, tu vas pas dans ceux-là, mais tu vas dans les autres, non? C'est ça? Non, je vais pas non plus éviter les. Mais pareil, pareil dans les pays où il y a beaucoup de touristes, on peut aller dans les pays où il y a beaucoup de touristes et aller dans des régions qui sont pas envahies par les touristes, parce que même dans les pays touristiques, par exemple en France, je pense qu'il y a des endroits en France, bon je connais pas très bien la France, mais il y a des endroits en France où il y a personne, il n'y a pas de touristes. Ouais. Pourtant, c'est un pays ultra touristique. Ah, mais même en Thaïlande ou en Indonésie, enfin, il y a des Oui, endroits, oui, partout, il y a des partout. endroits En Inde, super. tout le Ouais. monde va au Rajasthan. Le pays est gigantesque. La dernière fois où je suis allé en Inde, dans le Gujarat, qui touche le Rajasthan, Mhm. en 3 semaines, j'ai dû croiser 10 blancs-becs à peu près, quoi. Ouais. Il n'y en a pas, il n'y a personne.
D'accord. Et, et ça t'apporte quoi du coup de partir dans des pays comme ça un petit peu moins touristiques? Qu'est-ce que tu y fais? Alors, moi, ce que ça m'apporte, c'est que ça permet d'avoir une rencontre avec les gens, avec les locaux, qui n'a rien à voir en fait. Ça veut pas dire que les gens qui habitent dans des régions non touristiques sont plus sympas que ceux qui habitent dans des régions touristiques. C'est pas vrai du tout. Mais quand tu vas dans un endroit très touristique, enfin voilà, les touristes défilent sans arrêt. Enfin, c'est la norme pour les habitants. Et voire même, il y a des endroits, je pense que ça les saoule grave, quoi. Ils Mhm. ont un peu marre de voir ça. Il y a plus de curiosité de leur part. Donc tu peux aller à la rencontre des gens, il y a pas de souci. Mais c'est plus compliqué. Ça demande d'être beaucoup plus proactif. Ce que je suis pas forcément, parce que je suis d'une nature quand même un peu timide. Mhm. Alors qu'à contrario, quand je vais dans des endroits peu touristiques, alors bon, ça dépend des pays, parce que les gens sont plus ou moins curieux, plus ou moins distants, mais souvent quand même, il y a une plus grande curiosité. On se fait inviter assez facilement chez des gens. Sans rien demander. Enfin voilà, on discute et puis de fil en aiguille, ah bah viens manger à la maison, etc. C'est plus, alors le mot, j'aime pas forcément le mot, mais il y a un côté plus authentique entre guillemets on côtoie plus le quotidien des locaux. Et puis l'autre facteur aussi, c'est que quand on est dans des endroits très touristiques, on se retrouve, bah, surtout quand on voyage avec un budget limité et qu'on va dans des auberges. Euh, les auberges sont remplies de gens comme nous qui voyagent avec leur sac à dos, qui font exactement la même chose, des backpackers. Ouais. Et on finit par passer, peut-être pas la majorité de notre temps, mais une quantité énorme de temps avec ces gens-là qui, alors on en rencontre qui sont géniaux, fort super sympas, on fait des rencontres extraordinaires. Mais l'idée, quand on part en voyage au départ, quand même, c'est pas vraiment ça en général. Dans notre tête, on dit bah oui, on veut rencontrer les gens, on veut de l'authentique, et on veut pas rester dans une sorte d'entre-soi en permanence avec nos congénères. Ouais. Et du coup, voilà, quand on va dans des endroits moins touristiques, alors ça peut susciter un certain ennui parfois, parce que bah oui, des fois on est tout seul le soir à son hôtel, et puis il n'y a pas forcément grand monde avec qui discuter. Donc ça n'a pas que des avantages, loin de là, mais voilà, c'est différent. Ok, et t'as du coup à communiquer. Comment tu communiques avec les locaux? Parce que je me dis, bon, quand t'es en Iran, au Tadjikistan, en Chine, en Inde, enfin en Inde, oui, ils parlent anglais, mais Oui, comment. bah en Inde, on s'en sort toujours en anglais. Ouais, et le En reste des pays. Iran aussi, moi ça m'avait énormément surpris. En Iran, j'ai pas eu de difficulté en anglais non plus. D'accord, Enfin, j'avais essayé d'apprendre un peu d'iranien, de farsi, mais je m'en suis jamais servi en fait, parce que je sortais quelques phrases et on me répondait en anglais. d'accord, ok. Enfin, pas. Disons, si tu abordes quelqu'un dans la rue comme ça, statistiquement, il y a à part les jeunes dans les quartiers riches de Téhéran ou des choses comme ça, il y a peu de chances qu'ils parlent anglais. Mais les gens qui vont venir vers toi, s'ils viennent vers toi, c'est qu'ils parlent anglais en fait la plupart du temps. Ouais, Donc, alors pour le coup, tu vois pas non plus monsieur et madame tout le monde. Tu vois une certaine population qui parle anglais. En Asie centrale, bah, j'avais bossé un peu une méthode de russe parce que là, l'anglais ne sert absolument à rien. Personne ne parle anglais. d'accord, donc t'as appris un petit peu de russe. Ouais. D'accord. Bon, on va pas très loin. Hein. Enfin, ça crée des frustrations parce qu'on rencontre des gens qui sont super chaleureux et tout. Et puis, bah, voilà. Alors, l'émotion passe par d'autres vecteurs, mais on n'arrive pas à discuter. Enfin, on peut pas appeler ça une conversation, quoi. Bah ouais, non, je comprends. Et donc, du coup, là, tu peux nous dire quelques mots de russe, Laurent? Kakjila, Michael. Je te demande comment ça va. Comment tu dis? Kajila?
Kakjila. Ok. Et le mot passe partout, qui veut dire c'est bon, ça va. Enfin, pour n'importe quel truc auquel comme tu dirais, ok en français, tu dis halasho. Ça, Ok. je pense que je disais ça la moitié du temps. Ah, Non, mais c'est bien, t'as fait l'effort au moins d'apprendre un petit peu. Bah, c'est ce que je conseille aussi aux gens. C'est vrai que quand tu voyages, tu sais que l'anglais ça va être vraiment très compliqué. Il faut apprendre quelques mots de base, quoi. Sinon, t'es vraiment comme un con, quoi. Si tu veux même pas dire bonjour, merci, au revoir. ouais, disons là c'est la seule fois où j'ai fait un réel effort d'essayer d'apprendre la langue. Disons, j'apprends toujours dans n'importe quel pays bonjour, merci, enfin voilà la politesse, on Ouais. va dire les formules de politesse. Le reste, des fois j'essaye, mais à partir du moment où tu arrives à t'en sortir en anglais, je suis pas très doué pour apprendre de nouvelles langues et c'est de la fainéantise quoi en fait. Ouais. Je, je fais pas l'effort. Là, il y a pas le choix quoi. En Asie centrale, personne ne parle anglais, donc il faut parler russe. D'accord. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir que tu as justement d'une rencontre que tu as pu faire dans n'importe quel pays en fait de tes voyages justement où tu as ressenti il y a eu un partage d'émotions ou un échange ou quelque chose vraiment que tu ressens encore aujourd'hui. J'ai souvenir, oui, dans une ville en Turquie, dans le sud-est de la Turquie, dans les régions kurdes, à Şanlıurfa. Mhm. Je me promenais dans la ville et il y a un monsieur qui est venu vers moi, on a commencé à discuter et puis après il m'a invité chez lui et puis j'ai fini par loger chez eux. Donc il y avait lui, sa femme et leur gamin. Lui il avait une petite étale, il s'installait sous le trottoir, quoi. Il vendait des sous-vêtements pour les enfants. D'accord. C'est quelqu'un qui était très modeste, il avait pas beaucoup d'argent. Et il avait développé une passion pour les touristes, en fait. Donc son gamin apprenait l'anglais à l'école. Il avait, je sais plus, 12-13 ans, son gamin. Ouais. Et lui, le père, avait appris l'anglais. Alors, on peut pas dire qu'il parlait anglais couramment, mais il se débrouillait relativement bien. Il avait appris l'anglais avec les touristes, quoi. Il était, enfin, il était incroyable, quoi. C'était quelqu'un d'adorable. Donc en gros dès qu'il voyait un touriste il le chopait quoi. C'était limite. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais d'une manière, enfin, ça restait, on va dire, il tapait pas l'incruste parce qu'il y a des endroits. Alors par exemple, les Iraniens sont absolument incroyables. Enfin, c'est les gens les plus accueillants du monde que j'ai pu rencontrer. Mais des fois, c'en est limite agressif entre guillemets quoi. En fait, il te force la main. Enfin, nous, on est habitués quand même à avoir un petit espace privé, on va dire. Ouais. Il te force la main il faut absolument que tu ailles chez eux et tout. Alors, en général, tu es content, mais des fois, voilà, t'as pas forcément envie à tous les coups. Et l'invitation peut être ressentie de manière un peu agressive parfois. Là, c'était pas du tout le cas, quoi. C'était très, très D'accord. gentil, très Mais je crois que posé. c'était Caroline. Donc, tu connais peut-être Caroline qui fait un tour du monde à pied pendant 10 ans. Je sais pas. Non, je connais Son pas. blog c'est Pied Libre. Ah, ben, ouais, le nom me dit quelque chose. J'ai déjà dû voir son blog, Bah, ouais. en gros, elle fait un tour du monde à pied. Donc là, elle est partie il y a 4 ans, il y a 4 5 ans. Donc là, elle est actuellement au Japon. Donc elle a traversé un peu toute l'Asie. Et elle disait pareil qu'effectivement, qu'en Iran, tu prenais le thé chez quelqu'un. Et puis après, tu avais le mec d'en face qui venait la voir et qui dit bah, tu viens chez moi après. Quoi. Et c'était vraiment en Oui. mode. Ça enchaîne quoi, les invitations. Oui, et c'est délicat parce ils éprouvent une fierté de t'avoir invité en fait. Donc si Ouais. tu refuses, si tu vas chez deux personnes et tu refuses le troisième, il va être vexé et puis après il va être dans le village ou la ville la personne qui a pas eu un étranger qui est venu chez lui quoi. Donc il est déçu. Et t'as pas envie de décevoir les gens, mais bon, c'est compliqué des fois. Ouais, j'imagine. Ça, c'est dingue quand même de se dire, putain, il y a des pays où les gens sont trop hospitaliers, quoi. C'est ça, limite, le truc. Bah enfin moi ça a été, je savais avant d'aller en Iran que les gens étaient très accueillants, mais ça, au début je me posais des questions quoi. On te sort tellement de trucs, ça n'arrête pas. On t'invite là et tout, tu te dis mais il y a forcément une arnaque là. Dans une heure je me réveille, on m'a dépouillé, et j'ai plus rien. On n'est pas habitué à être prêt à donner autant. Enfin que ce soit, enfin des fois c'est juste de la générosité, de l'amabilité, mais des fois c'est aussi des choses qu'on t'achète, etc.
à un étranger, à quelqu'un qu'on connaît pas. Je veux dire, jamais on fera ça en France, quand bien même on serait quelqu'un de très accueillant et plus que la moyenne des Français, mais ça fait pas partie de notre culture, donc c'est surprenant au début, ça perturbe. J'imagine. Et par rapport, c'est un truc qui revient souvent, c'est que du coup quand on sort des pays un peu touristiques, quand on va dans des pays, voilà, tu nous parles d'Iran, de Turquie, d'Ouzbékistan, de Pakistan, donc actuellement c'est beaucoup plus compliqué, mais on a souvent l'image des pays, bah, justement, comme il n'y a pas beaucoup de touristes, on va se dire que c'est dangereux, et, Oui. euh, et ça c'est l'image qu'on va avoir de ces pays parce qu'on les connaît pas, et dès qu'on en parle, généralement c'est pas forcément bien. Toi, tu as senti ce danger une fois que c'était sur place ou c'était pas du Non, tout le cas? c'est même l'inverse en fait, je dirais. Effectivement, c'est des pays. L'Iran est l'exemple typique les gens qui s'intéressent au voyage et qui envisagent un voyage en Iran iront vite au-delà de ça. Mais on peut parler à n'importe quelle personne, accoster quelqu'un dans la rue et lui dire je vais en Iran. 99 personnes des gens te prendront pour un fou. Ouais. Euh, qui, et euh, non, non, c'est pas la faute aux 20 heures de TF1 et France 2. Voilà, on ne parle de ces pays que quand c'est la catastrophe, c'est Satan, c'est etc. Ouais. Et non, ce sont des pays où il y a. Alors, il peut y avoir des régions. Il y a des régions d'Iran où il y a des problèmes de sécurité. Il y a des régions du Tadjikistan où il faut faire attention. Mais je dirais comme partout. Et à partir du moment où on est renseigné, ce ne sont pas du tout des pays plus dangereux que les autres. Et voire même, en fait, du fait qu'il y ait peu de touristes qui y vont, les rabatteurs qui guettent le touriste au coin de la rue pour l'arnaquer, ben, ils n'existent pas parce qu'on ne peut pas vivre d'arnaquer les touristes, il n'y en a pas assez. Ouais. Donc par exemple, l'Inde, c'est typique pour ça. On va au Rajasthan en Inde, des arnaqueurs à touristes, il y en a un tous les 5 mètres. Et par moment, on sature, on n'en peut plus. Mhm. On quitte les régions ultra touristiques de l'Inde, bah, il n'y a plus de soucis, on se fait plus emmerder. C'est pas tout noir, tout blanc, on passe pas du coq à l'âne, Ouais. mais ça change tout clairement. Il n'y a plus besoin de se poser des questions, de dire attends, mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Il va y avoir une embrouille. Non, il n'y a pas d'embrouille. S'il veut te voir, c'est juste qu'il a envie de discuter avec toi, et puis point. Ouais. Et ça simplifie la vie Bah, j'imagine que ce quand serait même. que tu deviens très méfiant en fait quand tu vas dans les endroits touristiques. Oui, Tu dis les mecs qui t'abordent, mais pour me vendre quoi? Pour me faire quoi? Enfin. Et oui, ça. oui. Moi, j'ai souvenir quand j'étais à Agra pour voir le Taj Mahal. Je suis sorti du Taj Mahal, il y a un Indien qui me tombe dessus, il m'invitait à aller chez lui. Bon, bah non, tu te fais pas un pote de 30 ans devant le Taj Mahal, non, enfin, Ouais. il y a forcément une embrouille, il y a un truc, voilà. Quand un gars t'invite à manger chez lui à Ishkashim au Tadjikistan, non, il n'y a pas d'embrouille, c'est pas la peine de chercher. Il n'y a pas d'embrouille. D'accord. Qu'est-ce que tu conseilles du coup quand tu choisis ton pays en termes de si c'est un pays qui te fait peur ou que tu as entendu en fait des choses pas forcément positives sur un pays, comment tu fais pour choisir, pour te dire est-ce que je peux aller dans ce pays ou je ne peux pas y aller? J'essaye de lire des conversations sur les forums de voyage. Alors, je vais voir, quand même, pour me faire une idée de départ, le site du ministère des Affaires étrangères, Ouais. mais c'est pas évident parce que ils sont tellement alarmistes pour tellement d'endroits. Du coup, on arrive plus trop à juger entre les endroits qui sont vraiment dangereux et ceux où il y a eu un problème il y a 10 ans et puis on sait pas pourquoi le truc est encore mis en orange. Ouais. Euh, mais je vais voir sur les forums de voyage ce que les gens en disent. Alors, faut pas se contenter d'un avis non plus, parce il y a des têtes brûlées qui réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez et qui vont à des endroits où moi je serais pas prêt à aller. Mais euh, puis bon, les guides de voyage aussi, on peut voir, enfin, je sais pas, Lonely Planet et autres, ils peuvent émettre des avis Ouais. qui seront en général quand même relativement bien renseignés et plus frais et plus pertinents Ouais. que le conseil du ministère des Affaires Ouais, je pense étrangères. que c'est important effectivement la fraîcheur de l'information aussi parce que Oui, tout va aussi très vite maintenant. D'une année sur l'autre, un pays peut être, on va dire, tu peux y aller, l'autre année, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc bien faire attention aussi à la fraîcheur des informations parce que effectivement, le Pakistan, il y a 15 ans, on pouvait y aller, mais maintenant, c'est plus compliqué, quoi.
Oui, oui, non, clairement. Non, puis il y a des endroits où la situation peut être assez volatile, c'est indéniable. Il y a des régions d'Asie centrale où voilà, c'est pas, il y a pas de risque spécifique pour le touriste en tant que touriste, mais la situation politique est parfois assez compliquée et ça peut être assez volatile. Donc Ouais. il faut se renseigner ou bien sur des sites d'infos du pays en anglais pour voir, pour avoir des infos fraîches, s'assurer que tout va bien. Ok. Et donc pour tous ceux, enfin, qui auraient peut-être commencé à voyager, mais peut-être dans une destination assez facile, quel conseil tu donnerais à une personne voilà, qui se dirait ouais là j'aimerais bien quand même aller faire des pays un petit peu différents, faire des voyages d'une autre manière, aller voir des pays justement non touristiques comme tu le fais, etc. Quel type de conseils tu pourrais leur donner? Pour le choix de la destination, Bah pour peut-être un petit peu franchir le pas, choisir une destination, parce que c'est pas facile de se dire, je sais pas, si t'es allé en Thaïlande et en Inde et que tu veux passer le cap et vraiment peut-être aller te balader au Kazakhstan, tu vois, tu te dis ah bah mince comment. par exemple, un pays top pour aller voyager et qui est un peu en dehors des sentiers battus, mais peut-être plus forcément pour très longtemps, je dirais c'est le Kyrgyzstan. D'accord. C'est magnifique, c'est pas super connu mais on sera jamais tout seul. Enfin, au Kyrgyzstan, 9 fois sur 10, je me suis retrouvé à loger dans des auberges où il n'y avait que d'autres voyageurs comme moi. Alors la différence est que par rapport à un endroit ultra touristique, au lieu d'avoir 50 auberges qui se touchent, il y en avait qu'une. Ouais. Mais on se retrouve pas perdu, isolé, donc c'est un côté rassurant, je dirais entre guillemets. Et puis ça permet d'avoir des infos et c'est un pays qui est énormément fréquenté par des jeunes qui voyagent avec leur sac à dos, beaucoup à vélo aussi parce que ceux qui veulent suivre, enfin, pour ceux qui sont à vélo ils n'ont pas trop le choix, souvent ils font un itinéraire continu Ouais. et en venant de l'Europe ils passent par là et voilà, c'est un pays magnifique qui est fait. Bon, il y a juste la barrière de la langue. Bon, au Kyrgyzstan il y a quand même, disons, les tenanciers d'auberges tout ça parlent un peu anglais D'accord. Et comment on peut pour s'en faire sortir. pour profiter un maximum de son voyage bah, justement, comme on n'est pas trop avec les touristes et on est plus peut-être avec la communication, avec la population locale et ça, comment est-ce que tu as peut-être une ou deux astuces pour vraiment profiter au maximum de son voyage dans ce genre de pays ou ce genre d'endroit? Bah moi, pour profiter de mon voyage, mais ça c'est valable quelle que soit la destination, je voyage pas trop vite. Mhm. Je n'essaie pas d'enchaîner toutes les choses qu'il y a à voir. En général, je reste toujours 3 4 jours. Enfin voilà, un endroit, 3 4 jours, je bouge. Donc, enfin, je bouge quand même sans arrêt. Mais c'est rare que je reste moins que ça. Et du coup, ça me permet. Moi, ce que je fais sans arrêt en voyage, je m'installe dehors, je me pose, je m'assieds, puis je regarde ce qui se passe autour de moi. Et puis les gens viennent en fait. Mais ouais, je pense que taxe un truc important, c'est prendre le temps effectivement juste de Oui, te prendre le poser, temps. ouais, c'est... Si on a un itinéraire qui est minuté, on voit là, on fait à tel endroit, on fait ça, etc. Alors déjà, d'une part, ça va pas forcément marcher dans certains pays moins touristiques parce que l'offre de transport n'est pas forcément la même Ouais. et on est en moins d'infos, donc on va pas être capable de planifier aussi bien. Et s'il n'y a pas de temps de libre avec rien de prévu, la place à l'aléatoire d'une rencontre, c'est toujours aléatoire une rencontre, mais il faut qu'il y ait le temps pour que Ouais. cet aléatoire se produise. Ouais, bien sûr. Ok. Alors Laurent, on va arriver vers la fin de l'interview et je voulais juste du coup bah, revenir rapidement sur ton blog, donc oneshai.fr. Ça va juste de nous dire un petit peu bah, qu'est-ce que tu fais sur ce blog, qu'est-ce que tu écris, de quoi tu parles, etc. J'y parle donc de mes voyages dans un ordre non chronologique, je qualifierais de foutraque. Parce que typiquement, bon, quand je pars en voyage, maintenant en fait, je ne bloque pas quand je suis en voyage. Mhm. Donc, je raconte mes petits récits de voyage en rentrant. C'est ma manière à moi de continuer à voyager quand je suis à la maison. Ouais. Et c'est essentiellement des anecdotes, du ressenti, et je vais pas. Alors, j'indique mes itinéraires, mais c'est à peu près, on s'arrête à peu près là au niveau pratique. Je Ouais. vais pas sortir les listes d'hôtels où il faut dormir parce que je sais même pas de toute façon, j'ai pas noté à quel hôtel j'avais dormi. Enfin, le côté logistique, je suis pas quelqu'un d'organisé, donc je m'occupe pas de ça au début. Ça m'intéresse pas de parler
de ça, je trouve ça ennuyeux. Ouais. Donc moi, j'essaie de transmettre une émotion, et c'est ce qui m'intéresse. Si je lis un autre blog qui peut me donner envie d'aller quelque part, c'est ça. C'est pas le fait qu'il y a un hôtel super cool à $5 la nuit. Toi, je m'en fous. Ouais. Donc voilà, c'est des récits, et j'évite de me prendre au sérieux. C'est tellement ennuyeux, les gens sérieux, pédants, qui se prennent pour des grands aventuriers. Moi, je ne suis pas un grand aventurier du tout. Ouais. Donc voilà, j'aime bien sortir de petites boutades. Ah ouais, non, mais tu es très fort pour ça et tu écris Des bien. aventures jamais très graves. Merci. Non, tu écris bien, tu fais des jolies photos. Et tes récits, comme tu dis, bah justement, ça parle beaucoup plus d'expérience. Enfin, c'est ça que moi j'aime bien dans ton blog. Et tu racontes des histoires, des récits de ce qui t'est arrivé, tes rencontres, etc. Et le côté pratique, bah, à la rigueur, on s'en fout, on peut le trouver autre part dans des bouquins. Enfin, Oui, bah effectivement, on peut le trouver sur d'autres blogs ou dans des bouquins. Effectivement, moi le côté pratique, c'est peut-être un problème de génération aussi, mais quand je pars en voyage, effectivement, je continue à partir avec un guide papier. Ouais. Et donc les trucs pratiques, ils sont là-dedans. J'en ai cherché aucun avant de partir, ça m'intéresse. Enfin, j'organise pas mes voyages avant de partir, ça m'intéresse pas, ça m'ennuie. Mais par contre, lire des trucs qui me donnent envie, qui piquent ma curiosité, je dis ah ouais purée, là j'ai envie d'aller là. Tu m'étonnes. D'ailleurs, moi, quand j'ai relu ton blog encore un petit peu aujourd'hui et ça me redonne envie d'aller en Iran. Tu parlais beaucoup de l'Iran. Moi aussi, j'ai envie d'y retourner, figure-toi. Moi, j'y suis jamais allé. L'Iran, il faut y aller. Il faut y aller maintenant, l'Iran. Je suis prêt à parier. Je sais pas quoi, que l'Iran, il va se produire en Iran la même chose qui s'est produit en Birmanie. Le nombre de touristes, on en parle énormément depuis qu'il y a eu la signature des accords sur le nucléaire. Tout le monde parle de ça. J'étais au Mondial du tourisme il y a quelques temps. J'ai vu un nombre hallucinant de personnes défiler qui voulaient y aller ou qui étaient sur le point d'y aller, que leur voyage était réservé. Donc à mon avis, le nombre de visiteurs va exploser. Il n'y aura pas assez d'hôtels et les prix vont exploser. D'accord, ok. Bon, bah. Donc il faut y aller maintenant. Faut que je me grouille. Je prends note. Ok. Donc le blog de Laurent Wanchai, je mettrai ça sur le blog Traverser la frontière. Vous aurez tous les liens. Et puis voilà, on va s'arrêter là, Laurent. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi, Mickaël. Ce fut un plaisir. C'est toujours un plaisir de parler voyage. Bah oui, ça fait du bien. Allez, à bientôt. Ciao. Merci, ciao. Et voilà, l'interview avec Laurent est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que peut-être ça va vous inciter à partir dans des endroits un petit peu moins touristiques sur cette belle planète et sortir de ces fameux sentiers battus. Donc merci beaucoup à Laurent d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi. C'était vraiment enrichissant. Donc voilà, merci beaucoup Laurent. Et merci à vous, bien sûr, chers auditeurs du podcast, pour votre fidélité et pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt. Ciao.